Alors, deuxième partie, grand B, la guerre du Golfe, 1990-1991. Donc les causes de ce conflit remontent à la guerre menée entre l'Iran et l'Irak qui dura 8 ans, entre 1980 et 1988, nous l'avions dit ce matin en cours, hein. Donc pour durer, l'Irak a énormément emprunté, et notamment auprès des pétromonarchies, comme nous l'avons dit là encore, et en particulier son voisin, le Koweït, un riche émirat pétrolier. Saddam Hussein est le dictateur de l'Irak, et il prévoit donc l'invasion et l'annexion du Koweït pour régler ses dettes et pour profiter de la manne pétrolière, c'est-à-dire de l'importance du pétrole que possède ce petit émirat. Cette invasion donc du Koweït a lieu le 2 août au soir. Là, je vous ai ressorti la une d'un quotidien belge, hein. L'Irak envahit le Koweït, c'était donc le 2 août 1990. L'émirat du Koweït est pris par surprise. Donc très vite, le Koweït fait appel à l'ONU et l'incite à intervenir car cette annexion est tout simplement une violation du droit international. Le Koweït, hein, bien que minuscule sur une carte du monde, est un lieu géostratégique car il possède à lui seul 10% des réserves mondiales du pétrole. On n'intervient pas n'importe où. En réponse à cette annexion, l'ONU pose un ultimatum à l'Irak qui doit libérer donc le Koweït au 15 janvier 1991. Face au refus de Saddam Hussein, l'ONU intervient le lendemain, le 16 janvier donc 1991. Cette opération est nommée Tempête du désert. Les États-Unis fournissent 80% des 500 000 soldats envoyés en Irak. Les opérations débutent par le bombardement de sites géostratégiques, de sites stratégiques. Et en réponse à ces bombardements, l'Irak envoie des Scud, S-C-U-D, des Scud sur Israël. Tous seront interceptés. L'opération arrive rapidement à contrôler Saddam Hussein qui doit tout simplement se retirer du Koweït un mois après l'intervention des Nations Unies. En quittant le Koweït, Saddam Hussein incendie les puits de pétrole. Il savait lui aussi que les États-Unis et cette coalition n'étaient pas venus uniquement pour libérer le Koweït. Alors les conditions de paix imposées par l'ONU à Saddam Hussein sont les suivantes. Premièrement, un dédommagement, donc un remboursement. Ensuite, une destruction de toutes les armes de destruction massive que possède l'Irak. Et enfin, un embargo lui est imposé. Malgré ces conditions, l'ONU maintient Saddam Hussein à la tête du pays. Ce que l'on doit retenir de ce conflit, finalement, c'est le retour d'une part de l'ONU dans la diplomatie internationale et l'importance également des États-Unis au sein de cette organisation internationale. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, l'ONU n'est pas intervenue directement dans le conflit, ni l'OTAN, c'est tout simplement une coalition menée par les États-Unis. Nous allons voir désormais la deuxième sous-partie, deuxième grande partie, enfin un grand C. L'intervention donc d'une coalition menée par les États-Unis en Irak marque le retour de l'ONU dans la diplomatie internationale et l'importance des États-Unis au sein de cette organisation. Donc grand C, il y aura 4 grands points. Grand C, Sarajevo, le symbole du drame yougoslave. Alors après la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie est un État fédéré qui rassemble plusieurs républiques et plusieurs ethnies, comme vous pouvez le voir sur la carte, hein. Donc, la Yougoslavie, nous avons la Macédoine, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie. Donc Sarajevo, en plein cœur de la Bosnie-Herzégovine, est la capitale d'une de ces républiques, donc comme je viens de le dire, la Bosnie-Herzégovine. Dans cette république-là, tout comme à Sarajevo, 3 communautés cohabitent pacifiquement. Les Bosniaques, ce sont les musulmans vivant en Bosnie-Herzégovine, les Croates et les Serbes.
En 1991, deux républiques déclarent leur indépendance. Nous avons d'un côté la Croatie qui va réclamer son indépendance, puis ensuite la Slovénie. En octobre de la même année, donc en octobre 1991, la Bosnie-Herzégovine réclame elle aussi son indépendance. L'indépendance est déclarée officielle le 5 avril 1992 et celle-ci est reconnue immédiatement par la communauté européenne. Les Serbes refusent immédiatement l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Je vous rappelle que la Serbie, les Serbes ne vivent pas tous en Serbie, qu'une partie de ces Serbes vivent eux aussi en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes donc de Bosnie commencent, Sarajevo donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure est la capitale d'une de ces républiques, la Bosnie-Herzégovine. Donc les Serbes, comme je l'ai dit, refusent immédiatement l'indépendance de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, pardon. En réponse à cette indépendance, les Serbes de Bosnie vont commencer tout simplement le bombardement de Sarajevo. Sarajevo, donc la capitale de la Bosnie-Herzégovine, va être la cible durant 4 années de tous les combats. Un siège y est mené, la ville reste coupée du monde durant presque 4 ans. Les 400 000 habitants de la ville doivent compter sur un pont aérien pour être ravitaillés en vivres. En 3 ans, les Serbes ont provoqué la mort de 10 000 civils, dont 1500 enfants. Alors je reviens sur l'image précédente, le drame de Srebrenica. En mai 1995, s'est déroulé donc le massacre de Srebrenica qui provoqua la mort de 8000 Bosniaques. Les Bosniaques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les musulmans vivant en Bosnie-Herzégovine. À Srebrenica, on considère donc cet événement, et ce constat est relaté donc par toute la communauté internationale, cet événement est considéré comme étant le plus violent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors face à l'incapacité de l'ONU à intervenir concrètement dans le conflit, seule l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, elle, n'a pas uniquement une force de défense, elle a une force d'attaque et peut intervenir dans un conflit comme celui-ci. Donc, l'OTAN entreprend le bombardement des sites militaires détenus par les Serbes. Enfin, 1995 sont signés les accords de Dayton qui mettent fin au conflit. Là encore, je vous ai dit, une Pax Americana, regardez, Dayton c'est où? C'est pas en Serbie, ce n'est pas en Yougoslavie, ce n'est pas en Europe, c'est tout simplement en plein cœur de l'Ohio. On ne signe pas la paix n'importe où. La fin du siège est quant à lui officialisée le 29 février 1996. Durant le siège de Sarajevo, les habitants non serbes sont remplacés par des Serbes exilés. Ainsi, comme je viens de le dire, les Serbes ont pratiqué une véritable purification ethnique.